J'avais accès à tous les mots de passe en clair. Quand on sait que la majorité des personnes utilisent le même mot de passe sur des sites web différents, imaginez les dégâts que j'aurais pu causer. En tant que développeur, on peut être amené à avoir accès à pas mal d'informations sensibles. Concrètement, tous les utilisateurs nous font confiance d'une manière parfois assez aveugle. Lève la main si tu as déjà pris le temps de lire les conditions générales d'utilisation. Ok, je dois l'admettre, moi non plus. On peut alors se poser la question suivante. Quels dégâts peuvent occasionner un développeur mal intentionné? Espionnage industriel, fuite de données, détournement, création de logiciels illégaux et j'en passe. Je vais te raconter les 2 fois où j'aurais pu faire n'importe quoi à cause de failles de sécurité. À ce niveau-là, c'est même plus des failles. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va ensuite parler des déboires d'un acteur très connu dans le monde du VTC. Oui, t'as bien deviné de qui je parle. Sac passé Captain, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev. Ici, je t'aide à devenir un meilleur développeur. Alors surtout, n'hésite pas à t'abonner. Ça te permettrait d'avoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Sans transition, cette vidéo est sponsorisée par la Captain Academy. La Captain Academy, c'est ma plateforme de formation en ligne. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets tous les liens dans la description. 2012, je bosse sur un site de petites annonces automobiles. Je me balade sur la base de données de production et je me rends compte d'un truc totalement anormal. Je suis en mesure de lire tous les mots de passe. J'avais accès à tous les mots de passe en clair. Quand on sait que la majorité des personnes utilisent le même mot de passe sur des sites web différents, imaginez les dégâts que j'aurais pu causer. C'était une faille de sécurité assez classique de l'époque. Aujourd'hui, la majorité des frameworks implémentent une authentification et font au moins le minimum syndical, c'est-à-dire hacher le mot de passe. Si ça te parle pas, on rentre le mot de passe dans une moulinette qui permet de le rendre illisible. Bien sûr, je vais pas rentrer plus loin dans les détails, c'est pas vraiment le but de cette vidéo. Revenons-en à nos données. J'aurais pu les utiliser pour m'introduire dans la vie numérique de tous nos utilisateurs. J'avoue qu'au départ, je me suis bien marré en voyant les mots de passe 000 1 2 3 4 5 6 password 1 2 3 4 5 6. Ça aussi, c'est plus possible. Généralement, on te demande de rajouter des caractères spéciaux et compagnie. On a finalement réglé le problème en invalidant tous les mots de passe après avoir colmaté la brèche. Moralité de l'histoire, utilise un gestionnaire de mots de passe, ça te permet d'avoir un mot de passe différent et assez complexe sur chaque service que tu utilises. Sécurité supplémentaire, active l'authentification à 2 facteurs dès que tu le peux. Après activation, pour te connecter, il te faudra une chose que tu sais, ton mot de passe, et une chose que tu as, le plus souvent c'est ton téléphone portable. Et attention à bien garder en lieu sûr tes codes de récupération en cas de problème avec ton mot de passe. On est en 2018, je bosse sur un projet architecturé en microservices. En essayant de résoudre un problème de production, je me rends compte que certaines erreurs sur le front-end faisaient remonter les URL de nos services. Alors attends, c'est pas le plus grave. La majorité de nos microservices n'avaient aucune authentification, n'avaient aucune sécurité. C'est un truc dont je me suis rendu compte au bout de quelques semaines et j'avoue que ça m'a un peu effrayé. N'importe quelle personne ayant ouvert la console JavaScript aurait pu siphonner toutes les données de l'application. Il suffisait juste de faire un get sur la ressource en question et là, tu avais accès à tout. Bon, je dois quand même avouer que quand le b.a.-ba de la sécurité est enterré 6 pieds sous terre, on peut plus faire grand chose. Résultat des courses, on a arrêté toutes nos features en cours de développement pour colmater les brèches. Si tu veux en savoir plus sur ce type de faille, je te conseille vivement de jeter un œil au projet OWASP, Open Web Application Security Project. En bref, c'est une fondation autour de la sécurité des applications web. Elle a publié le top 10 des risques de sécurité les plus courants. C'est un sujet qui nous concerne tous en tant que développeurs, d'ailleurs j'attends ton avis en commentaire. Est-ce que tu es déjà tombé sur une faille de sécurité de ce type ? Juste avant de continuer notre étude de cas, je voudrais te dire 2 mots sur le sponsor de cette vidéo. Il y a quelques mois, j'ai créé une formation autour du software craftsmanship, un ensemble de pratiques qui t'amènent à produire du code de meilleure qualité. Cette formation prend la forme d'exercices pratiques appelés des katas. Si tu penses avoir des lacunes en PO et que tu n'as jamais entendu parler des principes solides de testing ou de clean code, cette formation elle est faite pour toi. Je te mets le lien dans la description. Bon, passons un peu au niveau du dessus. En continuant mes recherches, je suis tombé sur une entreprise qui sort du lot. Cette application, tu la connais et tu utilises peut-être, c'est l'application Uber. Bon, je voulais faire genre, je citerai pas de nom, mais bon, toutes les informations que je vais te donner sont publiques. Uber a déjà commenté la majorité d'entre elles. Honnêtement, je dois avouer qu'il traîne un nombre tellement impressionnant de casseroles qu'à ce niveau-là, on se rapproche plus d'une batterie de cuisine Tefal. Malheureusement, je ne pourrai pas couvrir tous les sujets dans cette vidéo. Entre le harcèlement, la culture d'entreprise toxique, les accusations de refus de paiement des primes pour les recherches de failles de sécurité, tu sais les trucs, la bug bounty, où t'es payé si tu trouves des bugs dans une plateforme. Les licenciements massifs sur Zoom, il y a beaucoup trop de choses à dire dans une seule vidéo.
Mais revenons-en à nos développeurs un peu filous. Attention, dans ce contexte, je parle d'équipe de développement au sens large, ça comprend aussi les donneurs d'ordre. Bien sûr, c'est pas des devs qui font ça dans leur coin. Le programme GodView était une application utilisée par les équipes opérationnelles de Uber. Imagine une carte de type Google Maps où tu peux voir en temps réel les chauffeurs Uber ainsi que la silhouette des utilisateurs en attente de leur chauffeur. Jusque-là, rien de très alarmant. On peut facilement imaginer que c'est indispensable pour assurer le bon fonctionnement de la plateforme. Mais comment cet outil s'est transformé en scandale sur l'utilisation des données ? Cette application en interne, elle a déclenché un tollé pour deux raisons. La première, c'est que Uber collectait les données de tous les utilisateurs, chauffeurs et clients y compris. Il était possible de voir en temps réel non seulement la position, mais aussi les données personnelles des utilisateurs sur la carte. Nom, prénom, email, numéro de téléphone, l'endroit où ils se trouvaient ainsi que l'endroit où ils allaient. La deuxième raison, c'est que l'application était accessible sans restriction à tous les employés. Avec ce genre d'outil à mi-chemin entre l'illégalité et l'absence de morale, on peut facilement comprendre pourquoi la RGPD a été mise en place. Le scandale a explosé au grand jour quand une employée abusait de l'application pendant une soirée de lancement. Elle s'amusait à envoyer des messages à un des usagers qu'elle connaissait en lui révélant son trajet dans les moindres détails. Je dois avouer que c'est assez flippant. Peu de temps après cette histoire, BuzzFeed accusait un responsable de l'entreprise d'avoir utilisé ce programme pour traquer les déplacements d'une journaliste. On n'en sait pas vraiment plus sur ses intentions, mais apparemment il était mécontent d'un article paru à son sujet. Uber a mis fin au scandale en licenciant une dizaine d'employés trop gourmands après avoir renommé l'application Even Mode. Les possibilités offertes par ce genre d'outils sont quasiment infinies. Imagine, t'as besoin d'un peu plus de cash, tu contactes des paparazzis, tu leur vends la localisation d'une personne célèbre par exemple. Et c'est pas fini. La société américaine de VTC a été accusée d'avoir espionné les chauffeurs de son concurrent Lyft. Le fonctionnement du programme était assez flou. Cette fois-ci, seule une poignée de cadres et d'ingénieurs sont dans la confidence. Le but était simple, traquer la position des chauffeurs Lyft, un concurrent d'Uber, afin de proposer des prix plus attractifs dans les zones ciblées. Une bonne stratégie pour récupérer un maximum de courses, mais qui est totalement illégale. D'après les accusations, l'entreprise aurait créé de faux comptes Lyft afin d'accéder aux données des chauffeurs. Le tout en violant totalement les conditions d'utilisation et s'exposant à des représailles judiciaires si les faits étaient avérés. Bon, le programme daterait d'avant 2018, mais c'est à peu près à ce moment-là que l'info est sortie. Au mois de mai 2015, le fisc québécois fait une descente dans les bureaux d'Uber Montréal avec un mandat de perquisition histoire de voir si Uber a violé les lois fiscales du pays. Petite filouterie fiscale, qui sait, hein, pas vu, pas pris. Le fisc repart sans aucune information utile, mais apparemment c'est peut-être pas du hasard. Uber aurait détourné l'utilisation d'un logiciel de sécurité permettant de modifier les mots de passe, verrouiller les appareils, que ce soit des smartphones ou des ordinateurs, voire même de les éteindre et le tout à distance. Concrètement, les policiers devaient débarquer dans les locaux, avant même qu'ils puissent faire le tour des bureaux, les accès étaient coupés pour ralentir les investigations. Une version améliorée du programme aurait même été capable de montrer seulement les données non compromettantes lors des descentes de police. Là, on est presque dans un polar digne d'Hollywood. Donc clairement, on peut se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que développeur quand on est amené à travailler sur des projets un peu borderline ? Est-ce qu'on doit refuser ? Est-ce qu'on doit accepter ? Que risque-t-on à accepter ou que risque-t-on à refuser ? N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, je serais curieux de voir combien d'entre vous auraient franchi la ligne rouge. Personnellement, je fais partie de ceux qui refuseraient de développer un outil amoral ou illégal, et ce, peu importe les sanctions possibles de mon employeur. J'estime qu'en tant que développeur, on est assez tranquille sur le marché pour se le permettre. Et j'estime aussi que c'est mon devoir en tant que professionnel de respecter la loi. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, tu connais la musique, pouce bleu qui est plus un pouce bleu d'ailleurs, hein, il est devenu un peu gris. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo où je te montrerai comment j'ai développé une extension frauduleuse qui me permet de générer du cash. Donc on parlera un peu argent. Ah, je te vois venir, dès qu'on parle argent, tout le monde écoute bien attentivement. Hein. Je te laisse aller faire un tour sur les autres vidéos de ma chaîne et je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao.